crois que c'est très important d'introduire la famille et de procéder à une anthropologie de la famille dans l'étude du djihadisme. C'est la dimension qui est souvent minorée parce que les travaux portent sur l'urgence la plupart des temps et que les services de renseignement ou les forces de l'ordre ont besoin de données beaucoup plus tangibles. Je crois que le rapport à la famille, que ce soit dans l'occultation ou que ce soit dans la prise en charge de ces humiliations, est fondamental et précisément ce qu'on appelle l'ETA, le terrorisme basque, nous apporte un élément très intéressant de comparaison à ce sujet. Une bonne partie des jeunes que j'avais rencontrés en prison et qui étaient en voie de radicalisation me disaient précisément « je ne veux pas qu'on me traite comme on a traité mes parents ». Il y a un côté protection subjective des parents avec aussi un rapport très ambivalent aux parents parce que les parents, on leur reproche d'avoir été soumis, d'avoir accepté l'humiliation et en même temps on a une sorte de sentiment de protection à leur égard et en un sens il y a une inversion symbolique de ce qu'on pourrait appeler le rapport enfant-parent, c'est-à-dire que les enfants veulent protéger leurs parents un peu d'une certaine façon comme eux ils n'ont pas pu le faire en relation avec la domination qu'ils ont subie dans la perspective de ces jeunes en voie de radicalisation. Donc je crois qu'on peut retenir de ce qu'a dit Alfonso et Madame Cortam le phénomène dans la perspective d'une comparaison qui apporterait des éléments d'ouverture vers un champ, à savoir l'anthropologie de la famille. Par ailleurs, l'humiliation sous de multiples formes est aussi un élément fondamental. J'avais distingué moi-même, et d'autres l'ont fait, des formes d'humiliation, humiliation directe, humiliation par procuration. Par exemple, les Palestiniens sont humiliés. Nous, en France, on ressent exactement le même sentiment que les Palestiniens dans l'affrontement avec les forces de police. Ou en Angleterre, on avait rencontré ce phénomène. On ressent l'humiliation vis-à-vis de la société, vis-à-vis des forces de police, comme les Cachemiris, par exemple, en Inde. La partie de Cachemire qui est occupée par l'Inde, où il y a des affrontements entre les musulmans et les forces de l'ordre. Bref, cette forme d'humiliation par procuration aussi intervient dans le djihadisme. On le voit très bien dans un certain nombre de cas. Et je crois que le fait que cette humiliation est aussi un substrat réel. On a de multiples travaux en France, en Angleterre, en Allemagne, en Hollande, qui montrent que les progénitures, deuxième, troisième génération, ne sont pas traitées de la même façon dans le marché de l'emploi, dans leur rapport aux institutions, dans le rapport en quelque sorte symbolique de la société avec elle-même, que les gens anonymes. Je veux dire, quoi qu'il en soit, mais quand on fait partie des classes moyennes, on est traité comme étant différent, et cette différence est humiliante. Alors les formes multiples d'humiliation, et là aussi dans le cas basque, cela nous donne aussi une sorte d'élément de comparaison. Et je crois que de ces deux interventions, on peut retenir cette idée que le rapport à la famille, le rapport à l'humiliation, le rapport aux formes de ségrégation sociale sont des facteurs majeurs dans les formes multiples de radicalisation. Là aussi, on voit très bien comment une anthropologie, non seulement de la famille, mais aussi des relations sociales, est fondamentale. C'est-à-dire analysée par le bas, à partir des vécus, à partir de ce qu'on pourrait appeler les formes concrètes de socialisation et de désocialisation. Je pense que c'est fondamental, compte tenu du fait qu'une grande partie des études qui sont menées le sont avec des données statistiques, avec des formes de construction en termes de théorie des réseaux formels, et que cela, évidemment, laisse de côté la dimension anthropologique et sociologique au sens qualitatif du terme. Je crois que c'est très important, d'autant plus que cela aussi introduit le débat sur ce qu'on pourrait appeler le rapport entre le djihadisme et le fondamentalisme.
comment gérer cela? Quel est le sens de cette relation? Est-ce qu'il y a un rapport direct? Est-ce qu'il n'y a pas de rapport important, significatif, empiriquement observé, oui ou non? Évidemment, ça aussi, c'est un des champs de débat dans les études sur le djihad en Europe et notamment en France. Et on voit très bien qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, d'abord de la Belgique, évidemment, et d'autre part, en relation aussi avec ce qu'on pourrait appeler le malaise marocain. Je veux dire, le problème essentiel, enfin, des études qui ont été menées à bien et qui montrent qu'une grande partie de Marocains qui sont en Belgique, enfin, ils sont des Belges d'origine marocaine, si vous voulez, sont de la région du Rif. Et la région du Rif pose un vrai problème lié à la dissidence par rapport au pouvoir d'État et par rapport à la ségrégation et le sentiment d'infériorité que l'on ressent en quelque sorte au Maroc même. Par conséquent, je crois aussi, ça aussi c'est très important. Et puis, Fadila Maroufi a aussi parlé de ce qu'on pourrait appeler le nini, ce que j'avais appelé moi depuis les années 1995-97, le nini, ni marocain ni français, ni marocain ni belge, ni algérien ni français. En France, on traite l'algérien d'origine algérienne, enfin le français d'origine algérienne, d'arabe, de sale arabe, et en Algérie, on le traite de sale français. Bref, cette espèce de double déni qui, par le biais, par le truchement d'un islam radicalisé, se transforme en un double déni positif. Je ne suis ni marocain, ni belge ou français, je suis musulman, mais musulman dans un sens actif qui tranche avec l'infériorité dont j'avais été l'objet et contre laquelle je m'insurge en affirmant une identité nouvelle en termes d'islam djihadiste.